Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau bada de la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Troisième entretien avec Laurent de Wild, pianiste, producteur de radio, compositeur, écrivain et, qu'est-ce que je dois dire, adversaire déclaré du clavier en général et celui du piano en particulier. Ah non, pas adversaire, mais on va dire que c'est une relation d'amour-haine que j'ai par rapport à mon instrument, que je n'ai pas réellement choisi. En fait, j'avais deux grandes sœurs à qui le piano avait été un peu imposé. Puis lors d'un déménagement, aucune des deux ne le voulait dans sa chambre. Et c'est donc, moi, je devais avoir 7 ans, je me suis retrouvé avec cet instrument, un goût pour la musique, et donc il s'est immédiatement trouvé canalisé par le piano que j'ai commencé à jouer tout de suite, d'abord avec curiosité, puis après avec beaucoup d'entrain. Et je me suis rendu compte que le piano, c'est-à-dire que l'instrumentarium classique européen, les cordes, les bois, les vents, les percussions, on le retrouve dans toutes les musiques du monde. En Chine, en Australie, en Amérique du Nord, en Afrique, on retrouve toujours les mêmes instruments. À une exception près, l'invention de l'homme blanc, c'est le clavier. Alors, je dis pas le piano, je dis le clavier, justement parce que c'est le début de l'abstraction en musique. Et je me demande vraiment comment la chose, enfin, on le sait historiquement, mais j'aurais voulu la vivre, cette période de la musique baroque où arrive cette invention totalement contre nature qu'est le clavier, qui consiste à couper la hauteur du son en tranches. Ce qui est d'une cruauté, moi ça me rappelle, la comtesse de Ségur, vous savez, les Malheurs de Sophie, où elle coupe une abeille en tranches et qu'elle est obligée après de porter en collier. Pour moi, l'invention du clavier procède du même sadisme, quoi. Pourquoi ? Parce que, cette division en tranches pose comme prédicat que le plus petit intervalle acceptable est un demi-ton. Il y a du do à do dièse, il y a un demi-ton. Or, l'oreille humaine est capable de déceler des variations de hauteur beaucoup plus subtiles que le demi-ton. Et toutes les musiques du monde ont des chanteuses, des instrumentistes qui sont maîtres dans le contrôle justement de ces quarts de ton, dans ces petits comas supplémentaires qui véhiculent une émotion que cette espèce de gros pâteau de demi-ton ne peut pas vraiment fournir. Alors, c'est ce qui s'est passé à l'époque de la musique baroque, et le mystère de Jean-Sébastien Bach est pour moi encore plus profond. C'est-à-dire qu'on lui a fourré ça dans les pattes, ça venait d'être inventé, c'était une horreur caractérisée, puisque jouer en ré bémol majeur et en sol majeur sont le passé de Paris à Vladivostok. Ce sont deux tonalités qui n'ont aucune sensation, aucune vibration en commun. Et voilà que tout d'un coup, on disait, il y a 12 tons, débrouillez-vous, on va pouvoir sauter de l'un à l'autre comme on veut. Et Jean-Sébastien Bach, à qui on fourre ce nouvel instrument sous les doigts, en fait cette musique qui est encore aujourd'hui d'une modernité, d'une intelligence incroyable, et qui passe de ré bémol à sol majeur en 8 mesures. Et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Je buvais mon café à Paris et je me retrouve à fumer ma cigarette à Vladivostok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et justement, cette espèce de décret selon lequel toutes les tonalités se vaudraient me rappelle un petit peu l'utilisation. Prenez une pomme de terre cuite avec sa peau et vous la faites passer à travers une grille, un grillage. Alors vous allez voir sortir de l'autre côté du grillage des frites bien rectangulaires, sauf que au-dessus du grillage il restera toute la peau, la chair et tout ce qui fait le plaisir de la bonne vieille pâte
patates. Et donc, on a abandonné ça en route. Pourquoi? Eh bien, parce que le demi-ton est une brique épaisse, certes, mais du coup, on peut les empiler les unes par-dessus les autres pour créer une musique verticale, ça s'appelle l'harmonie. Alors, un orchestre symphonique en donne le meilleur exemple, où il peut y avoir des accords à, je sais pas quoi, 20 ou 25 notes qui s'empilent les unes par-dessus les autres, sans se frotter de façon désagréable. Alors, je vous parlais des quarts de ton. Pour moi, le quart de ton, c'est plus la tuile, vous savez, ces magnifiques murs en ardoise qu'on voit en Méditerranée et qui sont des merveilles d'équilibre. Mais enfin, on construit pas un gratte-ciel avec ça. Et donc, c'est cette verticalité de la musique qu'apporte le clavier, mais au prix justement de toute la subtilité que le son humain pouvait produire auparavant. Est-ce qu'on a tenté de réintroduire, j'allais dire le quart de ton, oui, posons la question comme ça. Alors bien sûr, c'est l'obsession de mes inventeurs de clavier au XXe siècle qui ont mobilisé mon attention. Voilà, c'est le titre du livre que vous leur avez consacré. Alors ça commence avec Léon Térémine, inventeur génial, qui est le père de la synthèse de son moderne, un Russe qui découvre, ingénieur radio pendant la Première Guerre mondiale, et qui découvre qu'en passant devant une radio, ça fait des interférences, donc des notes, et au lieu d'essayer de les éliminer comme un bon ingénieur, il décide de les maîtriser et d'en faire un instrument de musique. Et donc il invente cet instrument de musique qui porte maintenant son nom, le thérémine, et qui a une antenne verticale, et c'est en approchant sa main droite de l'antenne qu'on modifie la hauteur du son. Plus on s'en approche, plus le son augmente. Et de la main gauche, il y a une autre antenne, horizontale cette fois-ci, et de la main gauche, en montant et en descendant, on fait varier l'intensité, le volume du son. Et ça produit un son qui est assez proche de celui de la scie musicale, et du coup, ça fait voilà. Et donc ça sert, ça a beaucoup servi pour les films de science-fiction. C'est un instrument qui est horriblement dur à maîtriser et qui a un défaut originel, celui de ne pas avoir d'attaque. C'est-à-dire que le volume se fait progressivement, c'est wow, wow, wow. Ce à quoi notre cher Maurice Marteneau, inventeur des ondes Marteneau, a apporté une solution en proposant une maîtrise du volume, de la dynamique de chaque note jouée, beaucoup plus précise et immédiate, qui donne l'illusion d'une attaque. Et à la merveille technologique qui était véritablement ressenti par tous les spectateurs qui voyaient cet homme, Léon Térémine, et tous les instrumentistes qui en ont joué après, dans la position un peu d'un chef d'orchestre, n'est-ce pas, avec une main droite levée comme tenant une baguette et l'autre comme là pour calmer la section de contrebasse, produit du son sans rien toucher, quoi, dans l'air, dans l'éther. Et cet éther où Thomas Edison pensait qu'habitaient les âmes des disparus. Donc, Maurice Marteneau a remis cette invention sur un clavier, et donc il a inventé cette chose, mais que je trouve géniale, et qui a été reprise très récemment par des inventeurs de claviers. C'est le principe du clavier suspendu. C'est-à-dire, je me souviens très bien, je donnais un concert au Japon une fois, et puis il y a une des millionnaires qui sponsorisait la soirée, qui vient me voir et tout, qui me prend mes mains tout ému, et qui me dit « Ah, mais ces mains, ah, mais quel pianiste vous êtes, mais j'adore votre vibrato. » Et je veux dire, j'étais particulièrement touché par l'émotion de cette femme qui entendait un vibrato sur une touche, n'est-ce pas, qui a une fréquence donnée.
sur laquelle, justement, ma grande frustration est de ne pas pouvoir exprimer de vibrato. Et justement, avec le clavier suspendu de Maurice Marteneau, eh ben, on pouvait faire le même mouvement qu'un violoniste sur la corde et sur la touche de son instrument. Et c'est quelque chose qui manquait vraiment au clavier. Et puis, dans les années 70, la fameuse molette du Moog, du synthé, qui pouvait permettre de faire du pitch bend, pipi ou pipi ou pipi ou. Et là, enfin, 20 ans après l'avènement du Guitar Hero, le keyboardiste qui en général était assigné à un meuble qui pesait 400 kilos et dont on ne voit que le dos de l'instrumentiste, eh bien devenait un keyboard hero et pouvait se trémousser du bassin devant un parterre de femmes. Et ça faisait longtemps que nous, les pianistes, on attendait ça. Oui, vous aviez envie de jouer debout, comme le chantait. Exactement. Mais est-ce que, quelque part, les ondes Marteneau ont eu un avenir? Alors, c'est très intéressant et c'est une des questions que je pose dans mon bouquin parce que, en fait, Maurice Marteneau, très tôt, s'est vu démarché par une grande marque de piano français pour produire en masse son instrument. Ça a été un échec retentissant. L'instrument était mal fabriqué, le service après-vente était inexistant, et il a décidé une fois pour toutes que ce serait lui qui fabriquerait ses instruments. Résultat, signé de la main de Maurice Marteneau, il doit y avoir, je pense, 280 ondes Marteneau sur cette planète. Heureusement, d'autres facteurs de clavier ont poursuivi son travail, fermement observé par les classes de conservatoire qui veillent au respect de la tradition. Mais l'inventeur de clavier se situe au milieu d'un triangle dont les pointes sont l'art, la science et le business. Alors, il y en a qui sont plus doués pour le business, comme Laurence Hammond, l'inventeur de l'orgamonde, qui effectivement a été enterré millionnaire. Il y en a pour qui c'est plutôt la musique, comme c'est la plupart d'ailleurs, comme Maurice Marteneau ou Harold Rhodes, l'inventeur du piano électrique. Et puis, il y en a qui sont là pour la science, pour faire avancer la science. Et je parle de gens comme Max Matthews aux États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur la numérisation du son et pour qui la musique est en fait une sorte d'aiguillon qui les force à se dépasser. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que le clavier est l'interface idéale entre la science et la musique pour une raison très simple. C'est que la note du clavier, je note au passage que le pianiste est le seul instrumentiste qui, déjà, il joue son instrument avec 20 cm² de peau, alors que tous les autres instrumentistes jouent de tout le corps avec leur instrument. Le pianiste, c'est très rigide, il a en face de lui un meuble de 400 kilos, et ce n'est pas lui qui accorde son instrument, il est accordé auparavant par un instrumentiste, et si vous voulez vraiment faire flipper un administrateur de salle de concert, quand vous venez pour la balance, vous sortez une clé d'accordeur et vous la posez sur le piano, et là tout de suite, il y a 3 mecs qui arrivent et disent « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut pas y toucher !» Bon. Donc, la hauteur de chaque note doit être déterminé à l'avance en fonction de ses fréquences. En plus, c'est un calcul qui ne tombe jamais juste puisque, si on se contente de multiplier les fréquences par 2 chaque fois qu'on passe d'une octave, puisque le résultat du doublage d'une fréquence, c'est une note à l'octave au-dessus, et ben c'est Pythagore qui nous a montré ça au 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a trouvé les 12 tons et qui a dit débrouillez-vous, ça tombe pas exactement juste, on peut pas tous les faire tenir dans une octave. Donc le clavier a soulevé dès la Renaissance un très grand nombre de problèmes techniques et scientifiques qui font qu'il est devenu l'interlocuteur privilégié, le pont privilégié entre les musiciens et les scientifiques. Et alors cette invention, cette capacité des scientifiques, des inventeurs, des businessmen, des musiciens eux-mêmes à inventer ou à améliorer ou à modifier des instruments, finalement, c'est beaucoup d'eux dont vous parlez dans vos Fous du son, dans votre livre sur les Fous du son, mais
les différentes inventions ne vont pas au même endroit. Certaines vont dans le triomphe commercial, et d'autres restent pratiquées, comme vous venez de l'illustrer avec les ondes Martenot, pratiquées par quelques rares personnes qu'on peut assimiler à des maniaques, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un principe qui permet d'expliquer pourquoi les unes vont là, les autres. C'est très simple. Est-ce qu'on les trouve en magasin ? C'est pour ça que je vous parlais du business tout à l'heure. C'est que effectivement, inventer un instrument nouveau, il est quasiment impossible de recenser toutes les inventions qu'ont donné lieu la rencontre de la musique et de l'électricité. C'est innombrable. Et il y a certainement des gens qui travaillent dans leur garage et juste pour leur propre plaisir et qui n'ont jamais commercialisé leur invention. Donc, inventer un nouvel instrument, bon, déjà, c'est remarquable, mais ce n'est vraiment que le premier pas, parce qu'après ça, il faut le commercialiser, et puis que ça dure, c'est-à-dire que la marque s'installe. Et beaucoup du business d'après la Deuxième Guerre mondiale était dominé par les Américains, et eux, ils sont sur des cycles de rentabilité très courtes. Et donc, beaucoup d'inventeurs, c'est le cas de Moog, c'est le cas de Rhodes, c'est le cas du Mellotron, ont été... dans la lumière pendant un petit moment, et puis après ça, ont disparu parce que la boîte a fait faillite, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. De ce côté-là, les Japonais ont été absolument exemplaires, puisque avec la marque Yamaha, par exemple, ou Roland, ils ont inventé des prototypes qui avaient besoin d'être essayés, et c'est des choses qui s'amortissent sur 10, 15 ans. Et les banquiers japonais étaient des partenaires fidèles et compréhensifs de cette aventure, et ont accompagné ces compagnies jusqu'au succès. Et parfois même jusqu'à l'échec, et ça on ne le sait pas justement puisque ça ne voit pas le jour. Mais c'est une approche du capitalisme et de ses produits qui est vraiment mise en lumière par l'histoire des claviers. Laurent de Wild, je vous remercie. Nous allons nous retrouver dans une prochaine conversation au cours de laquelle nous ne pourrons pas ne pas aborder Thelonious Monk, sur lequel vous avez écrit un livre dans les années 80. À notre prochaine rencontre.